1812. Campagne et retraite de Russie, grande histoire et faits divers, par Sylvie Benito et Joël Gosset. Deuxième partie, troisième épisode et fin de la conférence. Alors, l'heure du bilan de cette débâcle a maintenant sonné. Nous allons essayer de vous le donner, mais les chiffres varient selon les auteurs. Ainsi, selon l'américain Curtis Kate, auteur d'un livre qui s'appelle La campagne de Russie, les pertes des armées napoléoniennes sont ahurissantes. 125 000 tués au combat, dont 48 généraux, 3 000 officiers, 190 000 soldats faits prisonniers, 100 000 morts de faim, de froid ou de maladie, 929 canons pris par l'ennemi, sans compter ceux jetés dans les rivières ou enterrés. Un autre auteur, Marie-Pierre Ray, auteur du livre L'effroyable tragédie, parle de 200 à 250 000 morts au combat, de 150 à 200 000 hommes qui auraient été faits prisonniers, et dont très peu survécurent car soumis à de mauvais traitements, et puis enfin 50 à 60 000 qui auraient déserté. La suite connue, en janvier 1813, les troupes russes franchissent à leur tour le Niémen, mais dans l'autre sens cette fois-ci bien sûr. L'alliance avec la Prusse se délite et Napoléon va devoir faire face à une coalition russo-austro-prussienne à partir du printemps 1813. La guerre sans paix possible. Des millions d'hommes commirent les uns à l'égard des autres plus de forfaits que n'en contiennent depuis des siècles les archives de tous les tribunaux du monde. Cependant, au cours de cette période, les hommes coupables de ces crimes ne les considéraient pas comme des crimes. C'est toujours Tolstoï dans Guerre et paix. C'est une réflexion littéraire en attendant que tu te penches un peu beaucoup sur les causes de cet échec terrible. Eh bien, nous allons essayer. Le désastre de cette maudite campagne de Russie a des causes qu'on peut peut-être séparer en deux grandes catégories, avant et pendant les opérations. Alors avant, on peut citer d'une part la guerre en Espagne qui s'enlise et qui mobilise 300 000 hommes ainsi que d'excellents généraux qui ne sont donc pas en Russie. Le blocus continental qui pénalise la Russie et qui va l'obliger à revenir sur ses engagements de Tilsit. La trahison de Talleyrand qui jouait un double jeu, qui n'avait qu'une idée en tête, c'était une alliance de l'Autriche et de la Russie contre Napoléon. Les accords avec la Prusse qui ne sont pas très sûrs et qui escomptent presque une victoire du tsar. Idem pour l'Autriche qui fournit 30 000 hommes à Napoléon mais rassure le tsar par une note secrète. L'attitude d'ailleurs de Talleyrand n'étant pas étrangère à cette position. Et puis la Suède de Bernadotte, un ancien Français qui sera du côté de la Russie. Ah, Bernadotte. Un peu plus on n'en parlait pas de celui-là. Bernadotte, dit le sergent Beljean, taille 5 pieds, 5 pouces, 9 lignes, des yeux bruns, des cheveux noirs, bref, de quoi séduire la jeune Désirée Clary, qui n'était pas de première main, puisque grand amour de Napoléon, avant qu'il ne naquît sous Bonaparte. Une fois empereur, Napoléon aimera toujours se souvenir d'une soirée enchanteresse, puisqu'il avait, ce soir-là, trouvé Désirée cachée sous son lit. Je pourrais ajouter quelques grivoiseries. Oh bah non alors. Bon alors, puisque tu veux pas, n'en parlons plus, restons corrects. Puisque le 17 août 1798, Bernadotte et Désirée s'unissent pour le meilleur comme pour le pire. Bernadotte deviendra roi de Suède sous le nom de Charles XVIII, mais sans Désirée. Elle avait regagné la France complètement désespérée.
À Talleyrand, elle se confie. Les règnes finissent si mal, monsieur le ministre. Sans doute, madame, mais c'est bien joli pour commencer. Bon, alors on a peut-être perdu le fil, je vais donc résumer les causes antérieures, la guerre d'Espagne, le blocus continental, les alliances douteuses avec la Prusse et l'Autriche, la trahison de Bernadotte et de Talleyrand. Voyons maintenant les causes résultant de la campagne proprement dite, pendant donc cette guerre. Alors, on peut souligner que les Russes ont mené une guerre d'un type nouveau, avec la politique de retraite systématique et de la terre brûlée, la politique de partisans et de patriotisme. On a dans la Grande Armée de forts contingents étrangers qui allaient seconder médiocrement les 200 000 Français de la Grande Armée. On a aussi peu ou pas d'intendance, d'où l'obligation pour l'armée de se nourrir sur le pays. Ce qui sera bien difficile compte tenu de la tactique de l'ennemi qui, rappelons-le, est celle de la terre brûlée. Une grande armée trop lourde et trop encombrée. Ainsi, les officiers avaient des valets et domestiques, les officiers supérieurs en tout cas. Des équipages qui étaient peu maniables et un peu lourds. Une artillerie désorganisée par manque de chevaux, et surtout des chevaux qui n'étaient pas ferrés à glace pendant la retraite. Rien n'avait été prévu à ce côté-là. Et puis des troupes peu motivées, qui perdent 150 000 hommes en 2 mois, sans avoir livré de bataille importante. Ces pertes étant dues à la maladie, à l'épuisement, mais aussi aux désertions qui sont nombreuses dans les premiers mois de campagne. Enfin, un empereur lui-même peu inspiré, surmené et malade, souvent sujet à des malaises, qui va rester 1 mois à Moscou en attendant une hypothétique demande de paix de la part du tsar, et qui ne viendra jamais. Ce long délai inutile permettra à l'hiver russe d'intervenir et d'avoir raison de la grande armée. Surmené et malade, l'empereur. Oh, tu exagères. Un rhume, à la veille de la bataille de la Moscova, un rhume. Il n'y a pas de quoi modifier les cours de l'histoire. Quant à ces malaises, ces fameux malaises, c'est simplement qu'il mange trop vite et que cela lui provoque des douleurs d'estomac, des vomissements. S'il avait été seulement un peu moins colérique. La colère, c'est pas bon pour la digestion. Mais ça aussi, la colère, c'était du cinéma, une technique de commandement. Maintenir ses subordonnés dans un état d'anxiété. Ben, on a vu ce que ça a donné. Nous allons abandonner Napoléon et voir plutôt le destin des soldats survivants. Pour les quelques prisonniers en Russie, le tsar va leur faire une offre généreuse. Par exemple, pour ceux d'origine paysanne, il va leur offrir le statut de colon étranger, avec un petit capital et un lopin de terre. Pour ceux d'origine artisanale ou ouvrière, il va leur offrir de travailler dans les manufactures ou les fabriques, ou encore dans le bâtiment, pour reconstruire toutes les maisons et édifices qui ont été détruits, il y en avait pas mal. Ils pourront aussi se faire naturaliser, avec ou sans citoyenneté définitive, citoyenneté provisoire de 2 ou 3 ans par exemple. Oui, mais dis le nom des dénommés survivants prisonniers. Ce qu'on sait, c'est qu'à Moscou en 1837, on dénombrera 1500 survivants de la Grande Armée. No comment. Alors l'État français, lui, va aussi se préoccuper de récupérer les soldats restés en Russie, et le tsar ne va pas s'opposer à ces rapatriements, en allouant même aux candidats au retour un viatique qui cependant sera parfois et peut-être très souvent confisqué par des gouverneurs peu scrupuleux. Pour beaucoup de ces survivants rentrés en France, soit à la traîne de ce qui restait de la Grande Armée, soit après un temps de captivité pour beaucoup, il restera des quantités de blessures physiques. Près de 20% des hommes concernés ont un membre en moins, par exemple, mais aussi des rhumatismes chroniques, des traumatismes psychiques et des névroses, et beaucoup vont tenter de se suicider. À d'exemple, Madame Beau, qui est vivandière, elle a suivi l'armée avec ses enfants pendant la campagne de Russie, et elle est revenue. Mais son fils aîné, âgé de 6 ans, a un bras en moins, et le second a les 2 pieds coupés, parce que gelé pendant la retraite. Tu rechignes à prononcer le mot de folie. Mais il y a des fous, des hommes revenus mais fous,
Ainsi ce jeune Italien qui court à quatre pattes comme un ours et qui poursuit tout le monde en jargonnant dans sa langue le nom de son père et de sa mère. Mais peut-être que les fous sont les plus heureux, car quand un soldat revient de guerre, il a, pas grand-chose. Les soldats deviendront des demi-soldes et seront pour la plupart dans la précarité. Pour se consoler au plus glorieux, il restera la croix, étoile devenue la récompense suprême qui leur jaillissait du cœur. Ça, c'est Victor Hugo. Mais écoute ce que rapporte Marbot. Un vétéran cité au combat demande la croix. Un frère lui dit qu'il le fait chevalier de l'Empire, avec 1200 francs de dotation. « Es-tu content ?» demande Napoléon. « Sire, je préfère la croix, » répond. « Mais tu as l'un et l'autre, puisque je te fais chevalier. » Et le vétéran de persister. « Oh ben moi, j'aimerais mieux la croix. » Et seulement avec la reprise de la guerre en 1813, après le franchissement du Niémen par les Russes, comme on l'a vu tout à l'heure, l'héroïsme va être avili. Trop, c'est trop. Tu as raison, le rade de Napoléon en prend un coup. Sur la galerie qui conduit à la plateforme de la place Vendôme, un plaisant écrit « Ne vous donnez pas la peine de monter, il va descendre. » En effet, les troupes étrangères feront leur entrée dans Paris le 31 mars 1814. Après que les troupes françaises formées de jeunes recrues insuffisamment instruites, qu'on appellera les Marie-Louise, ces troupes aient eu à mener donc de nombreux combats contre la nouvelle coalition et remporté encore des batailles avant le dénouement final de Waterloo. Morne pleine. Pour terminer, je voudrais avoir une pensée pour tous ces hommes qui sont morts dans d'atroces circonstances au terme d'un calvaire de plusieurs mois. Tous ces soldats qui n'étaient que des pions sur le champ de bataille. Un dernier mot peut-être de l'écrivain Sylvain Tesson, extrait de son livre remarquable Bérésina. Tesson pensant à tous ces jeunes morts. Napoléon cessa-t-il une fois dans son existence de considérer les pertes humaines du point de vue de la statistique? Daigna-t-il une fois abandonner la lorgnette de stratège pour concevoir que les morts sur le terrain ne se réduisaient pas à une simple expression? Sut-il que derrière ces mots se tramaient des événements particuliers, des faits humains? Se plaça-t-il un jour du côté de la tragédie? Ses nuits furent-elles troublées par la vision d'un seul de ces cadavres? Il semble bien que non. Quoi qu'il en soit, la plupart de ces soldats admiraient l'empereur et se faisaient tuer pour lui sans hésiter. Peut-être parce qu'un jour, il les avait rendus fiers. Eh oui, autre temps, autre patriotisme. Je vous remercie de votre attention. Et moi également. Pour tous ceux que nos propos et médisants sont intéressés, nous vous signalons particulièrement deux livres qui se lisent comme des romans. Les cahiers du capitaine Cognet. Capitaine Cognet, c'est un enfant pauvre qui a été conscrit en 1799. Il va terminer sa carrière comme capitaine de la garde impériale et sera officier de la Légion d'honneur. Cognet aurait appris à lire et à écrire en 1808 seulement, entre Friedland et Wagram, c'est-à-dire entre deux batailles. Alors plus intéressantes, mieux écrites et documentées sont les mémoires du sergent Bourgogne. Alors lui est né en 1785 dans le Nord, dans une famille plus à l'aise parce que son père était un marchand de toile. Il s'engage à 20 ans dans les véliques de la garde impériale et il va lui aussi participer à toutes les campagnes de Napoléon. Il sera blessé 2 fois à la bataille d'Essling, à la jambe et au cou. Et la balle qui lui est entrée dans le haut de la cuisse droite n'a pas pu être extraite. Il va donc la garder, et vers la fin de sa vie, elle est descendue à 15 cm du pied. Elle avait parcouru un certain trajet. Ceci étant,
Il fera la campagne de Russie pendant laquelle il fera preuve d'un grand courage et d'une forme physique exceptionnelle, car il va s'en sortir malgré toutes les misères, dont un empoisonnement dont il a été victime, cours de ce périple d'enfer blanc. Il sera donc des rescapés et en mars 1813, il est nommé sous-lieutenant au 145e de ligne. Il sera blessé et fait prisonnier en Prusse pendant quelques mois. Libéré, il se marie le 31 août 1814. Et il se rengage en 1830, obtient la Légion d'honneur en 1831. Finalement, il va mourir à 80 ans, le 15 avril 1867. Alors sa tombe existe toujours, elle est entretenue au cimetière Saint-Roch, à Valenciennes. Puisqu'on parle de cimetière, j'ai une autre petite anecdote. Quand en 1840, on rapatriera les cendres de Napoléon, tous les anciens combattants, dont Soult, veilleront ses cendres toute la nuit. Quant au roi de Rome, Hitler avait en tête de faire revenir ses cendres à Paris et de faire ainsi la une de tous les journaux français. Hélas, manque de bol, ce jour-là, Pétain vire Laval. Cette fois-ci, c'est vraiment fini. Soldats, Pas tout à fait. tous mouraient. Chacun avait son tour. Tandis qu'environnant sa tente avec amour, voyant son ombre aller et venir sur la toile, ceux qui restaient, croyant toujours à son étoile, accusaient le destin de lèse et majesté. Lui se sentit soudain dans l'âme épouvanté. Stupéfait du désastre et ne sachant que croire, l'empereur se tourna vers Dieu. L'homme de gloire trembla. Napoléon comprit qu'il expiait quelque chose, peut-être, et livide, inquiet, devant ses légions sur la neige semée. « Est-ce le châtiment ?» dit-il. « Dieu des armées !» Alors il entendit appeler par son nom, et quelqu'un qui parlait dans l'ombre lui dit « Non ».